Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici pour votre magazine B2B. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Qui allons donc nous recevoir aujourd'hui ? Quelqu'un qui va peut-être vous faire mal aux oreilles, vous qui aimez bien le français, Ludovic, parce qu'on va parler avec pas mal d'anglicisme, je crains, parce que le thème principal, ce sera le marketing. Ça commence bien, le marketing B2B. Alors évidemment... Business to business, et voilà, comme le titre de l'émission. On est quand même un collègue sur ce point. Le marketing B2B, ben voilà, on parle du marketing pour les entreprises, par les entreprises, pour la bonne cause, pour les aider à se développer, et pour une occasion assez unique, parce que on va parler de ce livre, la Bible du B2B, que notre invité vient de publier. Nous recevons aujourd'hui Dany Céron, le directeur de l'agence marketing spécialisée B2B, Botte Secrète, et donc l'auteur de ce livre consacré B2Bible. Dany Céron, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici dans cette émission B2B. Comme vous le savez, notre émission prend le temps, chaque semaine en démarrage, de s'intéresser davantage, avant l'entreprise, à la personne qui dirige l'entreprise. Un peu comme une manière de dire que derrière le B de business, il y a le H de l'humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Totalement. Important l'humain dans l'entreprise ? Toujours, je crois qu'il y a pas mal de ça derrière. C'est vrai ? C'est fondamental ? Il n'y a pas que l'IA qui se développe pour le moment. On en reparlera tout à l'heure certainement de l'IA qui a une part de plus en plus grandissante dans tous les secteurs et notamment dans le vôtre. Mais pour commencer, on va parler de vous. Donc si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Quel âge avez-vous ? Avez-vous des enfants ? Alors, j'ai 29 ans, pas d'enfants. Donc j'ai pas mal de temps pour le week-end écrire des livres, faire encore beaucoup de sport et pas mal de choses. Et puis beaucoup travailler. Et beaucoup travailler. Qu'est-ce que vous étiez quel genre d'élève quand vous étiez enfant, petit ? Plutôt studieux, j'étais quand même assez sportif, j'avais besoin de beaucoup me défouler aussi. Mais en classe, j'arrivais à bien me tenir, à être assez efficace et puis à bien jongler entre les devoirs et jouer dehors. D'ailleurs, je crois que le sport, vous en faites encore, vous jouez Beaucoup, au volley. Ouais. Exactement. Deuxième ligue. En deuxième ligue, je salue mon équipe qui a entendu parler de ce livre aussi pendant un moment. Et vous allez peut-être leur filer un coup de main au niveau du marketing à l'équipe ? Non ? Alors, il y a les plus jeunes qui arrivent maintenant, qui maîtrisent de plus en plus les réseaux, etc. Donc, c'est intéressant de voir que c'est les plus jeunes qui arrivent et qui sont vraiment connectés, etc. Et même au niveau du sport, ça se voit que ça a évolué, on communique, etc. Même pour un club. Et vous vous retrouvez, vous, à apprendre dans ce genre de cas de figure ? Pas forcément, c'est encore mon métier aussi, mais peut-être sur des choses plus, des trucs un peu plus nouveaux comme TikTok, etc. Ou vraiment comment ceux qui ont aujourd'hui 16, 18 ans, comment est-ce qu'ils apprennent les médias, comment est-ce qu'eux voient les choses, ça on apprend quand même. Alors, le monde de la communication, du marketing, ça fait partie de votre ADN familial. Que faisaient vos parents ? Mon père était dans la vente aussi, Ouais. Donc c'est aussi lié un peu au marketing, il a aussi fait un brevet là-dedans. Dans quel secteur ? Dans le médical, donc aussi avec un peu de B2B. Et puis ma mère dans le secrétariat, etc. Super. Alors, on en parlait tout à l'heure, le marketing, c'est un anglicisme. Est-ce que le terme mercatique, en lieu et place de marketing, ça vous parle ? Vous êtes plutôt pour, plutôt contre ? Je crois que marketing est assez rentré. Il y a d'autres mots, je comprends qu'on utilise peu, qui sont durs à comprendre. Je crois que marketing est quand même rentré dans la culture francophone. Et global ? Aussi. Vous vous intéressez au B2B, donc business to business. C'est un public qui est forcément plus spécialisé que le B2C avec les consommateurs. Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette niche-là et pas vouloir, quand on fait du marketing, peut-être avoir des campagnes qui vont toucher des centaines de milliers ou voire des millions de personnes, des consommateurs finaux, mais vous concentrer sur ce que font les entreprises elles-mêmes ? Alors, c'est clair, pour revenir sur le B2B, donc c'est bien quand une entreprise s'adresse à d'autres entreprises. Donc, par exemple, on va avoir dans l'industrie, les entreprises industrielles vendent pas un consommateur final, mais vont vendre des machines à d'autres entreprises qui fabriquent des choses. Dans le médical, on va avoir des fabricants de devices, on va avoir plein de choses. Dans l'informatique, on va avoir des entreprises de services, etc. Donc, le B2B, c'est vraiment ce monde-là d'entreprise à entreprise. Et puis, je crois qu'en Suisse, c'est une très grande partie de l'économie, en fait, plus que le B2C est populaire, mais c'est quand même dans le B2B équipe beaucoup d'industries. Oui. Voilà, en termes d'emploi, il y a énormément de boîtes qu'on ne connaît pas, où ils sont des milliers. En fait, ils sont les numéros 1 dans le monde à faire quelque chose. Et en fait, ils sont là en Suisse et ils ont ça. Donc le B2B, je suis tombé dedans un peu par hasard au début. Et puis j'ai beaucoup apprécié. Ça fait comment ? J'étais déjà dans le monde des agents, je travaillais déjà pour différents types de clients. Puis en fait, le B2B a commencé à arriver, un client, deux clients. Puis en fait, c'est devenu vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que dans le B2B, c'est clair,
on va pas faire la campagne pour lancer la nouvelle marque de chocolat, etc. sur des millions de personnes, mais on va travailler avec des gens qui sont extrêmement brillants, qui sont des fois très techniques, technologiques, enfin, qui font des choses extrêmement intéressantes. Et ce qu'ils font est assez compliqué, quoi. Vendre une machine industrielle à d'autres entreprises, c'est un processus qui prend parfois 1 an. Il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses à expliquer, il y a énormément aussi de pédagogie. Donc, je trouve que c'est plus riche en fait que le B2C où voilà, un chocolat, voilà, on peut s'amuser, je pense, créativement sur une campagne comme ça. Mais pour ce qui est du fond et puis de vendre quelque chose d'intéressant, où il y a énormément à dire et à faire, ça nécessite beaucoup de choses en marketing. À titre personnel, vous trouvez que le B2B, c'est plus épanouissant que le B2C? Je pense que c'est une question de caractère, etc. Et je pense aujourd'hui dans l'équipe, on a pu rassembler les gens avec qui on travaille, ont cette appétence-là d'avoir des cerveaux qui aiment bien sûr la créativité, etc. Mais qui ont beaucoup de plaisir à être dans des milieux hyper complexes, dans le spatial, dans l'aéronautique, comme je disais, dans l'industrie, dans la technologie. Puis il faut être un petit peu, je pense, schizophrène pour aimer ces deux mondes et puis réussir à traduire ce que des gens font d'hyper compliqué. Finalement, ils s'adressent quand même à des humains, même s'ils vendent à des entreprises, c'est des humains dans une entreprise. Il y a un peu d'émotion quand même si c'est des machines. Voilà, et je pense qu'on est dans un monde plutôt souvent technique, il y a pas mal d'ingénieurs, et du coup, d'amener quelque chose, enfin en tout cas d'être capable de les aider à vraiment beaucoup mieux communiquer, de beaucoup plus pédagogue, beaucoup mieux comprendre ce que la personne en face veut, parce que c'est des gens qui sont devenus tellement experts de ce qu'ils font, c'est dur pour eux de communiquer, d'avoir le recul, de parler à quelqu'un qui ne connaît pas, un de leurs acheteurs qui devrait acheter ça, mais qui n'y connaît rien. Donc là, il y a un super beau défi de vulgarisation, comme je disais, de com, et de trouver de la créativité là-dedans. Et c'est des secteurs qui sont assez peu créatifs. Donc ça paye en général assez bien quand on est créatif, quand on arrive à toucher les gens. Tout, bien sûr, en combinaison ça avec, avec la complexité de ce qu'ils font. C'est une belle description, ce que vous venez de faire, en quelque sorte. On sait que le monde du B2B, c'est très rationnel, ça nécessite du sérieux. Les gens demandent des rapports qui sont plus, peut-être parfois plus efficaces que dans le B2C. Vous êtes là-dedans avec le marketing. Vous vous considérez où? À la croisée des chemins? Vous vous considérez comme un conservateur? Vous essayez, en quelque sorte, avec votre agence, d'être plutôt progressiste, d'apporter des idées nouvelles, de bouger un peu les lignes? Alors, on a clairement les deux, je pense, la base, mais aussi nos clients viennent nous chercher pour amener cette nouvel élan, cette créativité qu'ils n'ont pas forcément, qui n'ont même pas l'idée. Puis il faut savoir que ça a tellement bougé aussi, le marketing B2B, ces 10, 15, 20 dernières années, ça s'est totalement transformé. Donc, c'est clair qu'eux, ils viennent aussi parce qu'ils souvent, ils sont là depuis longtemps, ils font les choses comme ils ont toujours fait. Et puis, ils sont friands d'avoir une nouvelle approche, etc. Puis quand on dit conservateur, c'est plus peut-être eux, parfois selon dans des secteurs très techniques, sont peut-être un petit peu plus justes, mais un petit peu plus pas ennuyeux, mais voilà, très complexe dans ce qu'ils racontent. Et pour eux, c'est tout à fait utile et c'est plus efficace des fois de savoir vulgariser, de savoir mettre en avant, de savoir valoriser et de savoir ce qui compte pour la cible finale. Donc le marché a beaucoup bougé et finalement vous avez une place importante à jouer là-dedans. Votre créativité d'ailleurs, elle ne s'exprime pas que dans votre travail marketing, puisque vous faites de la musique aussi. C'est une grande passion chez vous. Exactement, ouais. Le sport et la musique, je dirais que c'est mes deux, c'est mes deux soupapes en dehors du travail. Avec un groupe baptisé Diggin. Exactement. Oui, vous faites donc de la soul pop indie. Vous nous racontez, ça vient d'où? Ça vient de vos études? D'où ça a commencé comment ce groupe? Ça a commencé quand j'avais 19 ans par là, avec quelques copains, dont un qui est aussi dans le marketing, etc. Donc on avait aussi des intérêts, on va dire, du travail. Et puis on a commencé comme ça. Moi, j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne dans ces styles néo-soul, indie, etc. Ces nouveaux courants de la soul, de la pop et un peu ces croisements. Et on s'était dit, tiens, ce serait hyper cool de mélanger un peu ces influences et de ramener ce style aussi un peu plus en Suisse. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait depuis quelques années. Il y a eu le Covid entre deux, il y a eu pas mal de choses. Mais on a sorti pas mal de titres, d'albums, pas mal de passages radio. Donc on est assez content de l'aventure. Vous étiez au Montreux Jazz Festival l'année dernière, en 2024. Exactement, on s'est produit au QI Jazz, puis au Montreux Jazz. Donc c'était une magnifique année où après on a encore sorti notre album. Et puis là, il y a encore pas mal de nouvelles choses qui se passent. Et c'est une chouette cour de récré créative aussi, d'un point de vue de la com, etc. On joue pas mal aussi dans ce milieu-là avec ça. Et vous chantez, vous jouez quel instrument dans ce groupe? Je joue de la guitare, je compose aussi beaucoup, avec principalement la guitare, mais aussi d'autres instruments. J'ai cru vous voir sur une batterie dans une photo, Non, je pense que c'était le batteur. La batterie, peut-être pas, mais d'autres instruments. Et puis voilà, quoi, on fait pas mal de choses. Et oui, je chante un petit peu, mais je suis comment on dit, je fais des chœurs. Voilà. Deuxième voix. Je me mouille pas trop. Et comment on décroche une place au QI Jazz ou au Montreux Jazz Festival? Comment ça se passe?
Alors, ça se fait avec le temps, je pense. Ça se fait comme avec une entreprise, hein. Finalement, il faut se faire sa place, il faut se faire connaître, il faut montrer de quoi on est capable. Là, on était passé sur les grosses radios aussi nationales, etc. avant. Donc, il faut un peu faire ses preuves. Et puis après, c'est des contacts, etc. Puis nous, on a un agent, un booker aussi. Donc après, c'est leur travail à eux aussi d'être en lien avec les programmations et tout. Puis je pense à un moment donné, voilà, ça plaît, c'est le bon moment. Et puis, on nous offre cette chance. Et ça vous apportait quoi? Pas mal de visibilité, de crédibilité aussi pour la suite. Et puis, c'était juste une super expérience. C'était vraiment de très beaux concerts, quoi. Avec le public notamment, je suppose. Oui. Alors Deguine, vous l'avez dit, c'est un peu une entreprise comme une autre finalement. Du coup, est-ce que vous vous intéressez à la partie marketing vous gérez la partie marketing du groupe? Aussi, on a beaucoup travaillé l'image. C'est chouette. Pour une fois, on est nos propres clients. Donc on se rend compte qu'on est aussi pénible, qu'on est aussi impatient, etc. Vos tarifs vous conviennent? Ouais, alors c'est la musique, hein, donc c'est notre si on le faisait pour l'argent, je pense qu'on ferait autre chose. Mais oui, c'est vraiment tout un projet à mettre en place et ça va beaucoup plus loin que la musique. Et c'est ça que je me suis rendu compte avec ce projet, c'est que finalement, dans tout ce qu'on fait, dès le moment où il y a ce rapport ou ce système où il faut se promouvoir, où il faut être là, il faut être vu, il faut communiquer, il y a plein de mécaniques hyper intéressantes qu'on peut utiliser. Et pareil, comme je dirais à des clients, moi si je faisais juste de la musique, il ne se serait rien passé, je ne serais jamais allé au Montreux Jazz. Comme peut-être un client qui ici travaille juste sur ces choses et il reste un peu dans son coin, il loupe peut-être plein d'opportunités aussi. D'ailleurs, je crois que les vins sont un peu communicants entre Deguine et quelques autres clients. Oui, on a vu sur votre site que vous avez même joué pour un client, On Running à Zurich. C'est un atout de plus pour votre secret, votre agence, ou c'est un atout pour Deguine d'avoir votre agence qui... Parce que c'est assez inhabituel d'aller faire un concert privé comme ça. Ouais, je pense que les deux peuvent s'entrecroiser parfois, puis au fil des conversations, etc. On a ce rapport avec certains clients qui sont aussi passionnés de musique ou autres. Et puis, c'est clients qui vous ont demandé dans ce cas précis? Oui. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé qu'ils avaient une première fois, on avait proposé, parce qu'on voulait faire un concept, on voulait parler à des gens de l'entreprise, de qu'est-ce que c'était l'aventure dans la musique aussi, et la créativité dans la musique. Et c'est une entreprise très créative. Donc on voulait aller un peu défendre et présenter notre projet à un public et pas juste faire un concert, mais pouvoir discuter avec eux, après échanger, raconter notre histoire. Et ça leur a beaucoup plu. Il y avait le directeur des événements, parce qu'ils ont un directeur événement interne là-bas, c'est une très grande entreprise, qui était là et qui a aussi adoré le groupe, etc. Puis après, il nous a invités pour leur fête annuelle, où ils ont privatisé une rue. Chaussures de sport, voilà. Avec un super ambassadeur en la personne de Roger Federer. Mais... Exactement. Et puis, ils nous ont invités, ils avaient privatisé une rue à Zurich, monté une scène, etc. Et puis on était là, donc c'est drôle, une partie des gens dans le public qui sont des gens avec qui j'ai bossé comme client, mais finalement ça a créé beaucoup de liens au final, ça crée de l'authenticité, ça crée du rapprochement. En tout cas, on sent que ça vous enrichit dans votre parcours personnel et on va continuer de savoir si ça enrichit le parcours de votre entreprise et en particulier de votre ouvrage B2Bible. Et on va s'y intéresser maintenant avec Frédéric Lelièvre. Dany Serron, vous êtes donc directeur de Botte Secrète, une agence basée à Lausanne. C'est 6 collaborateurs. Et le cœur de votre métier, on l'a compris, le conseil en marketing aux entreprises pour leurs clients entreprises. Et vous travaillez pour des secteurs très variés. Il y a la banque, avec la Banque cantonale vaudoise, UBS par exemple, la grande distribution Migros, où on l'évoquait encore, On Running un peu plus tôt dans l'émission. Le but de ce marketing, finalement, c'est le même que le marketing B2C, c'est acquérir des clients, les fidéliser. Et si on vous reçoit, c'est parce que donc vous sortez ce livre, autopublication, qui est un joli coup de communication. C'est 250 pages de réflexion, de conseils et aussi beaucoup de témoignages. On va commencer par ça. Je crois que plus de 100 témoignages nourrissent ce livre qui commente comment le marketing B2B a évolué ces dernières années, quelles leçons tirées de ces évolutions. Et justement, ces témoignages, comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Pourquoi cela? Comment ça s'est passé? Alors j'ai échangé à peu près avec 150 dirigeants, dirigeantes, experts dans le marketing B2B. Et puis, on les a sélectionnés. Nous, c'est vrai qu'on travaille principalement avec des PME et des grandes entreprises. Et du coup, on s'est basé sur ce même échantillon-là. Et le but, c'était d'avoir un peu de diversité, d'aller chercher différents secteurs. C'est quand même toutes des boîtes assez matures, qui sont en tout cas... Certaines sont venues dans B2B. Morgan Pfefferley, par exemple, de Travelize est venu dans B2B. Ramzi Bouzerda de Drupal est venu aussi dans B2B. Je n'ai pas fait le compte complet, il y en a beaucoup. Ouais, non, puis voilà, c'était un très grand bonheur aussi d'aller de rencontrer il y a des personnes qu'on connaissait déjà de notre réseau, des personnes qu'on nous a présentées, des personnes qu'on a abordées, qu'on ne connaissait pas.
Et c'était très enrichissant aussi, juste toutes ces rencontres humaines. En moins d'une année, rencontrer plus de 150 personnes, ça fait tout de suite... Et toutes ces rencontres sont citées dans le livre ou bien vous avez fait une sélection pour regarder que les meilleurs? On en a une centaine dans le livre. Ouais. Certains n'avaient pas le droit de diffuser aussi certaines choses. Enfin, il y a eu quelques C'est très raisons professionnel, aussi. Voilà. le monde du B2B. Mais les gens, de manière générale, étaient assez ouverts, enthousiastes et vraiment hyper chaleureux, quoi. Donc, c'était très plaisant. Comment se transforme ce B2B au début du livre, vous écrivez que autrefois, je ne sais pas à quand remonte autrefois, ça c'est le label SwissMade qui suffisait à garantir une position de leader, mais aujourd'hui, voilà, d'autres pays développent des technologies de pointe, elles aussi, à des coûts compétitifs, et puis donc ils vont venir concurrencer les entreprises suisses. Alors, sur quoi on axe le marketing si le SwissMade ne sert plus tant que cela? C'est une bonne remarque. C'est vrai que déjà pour dire, donc on a interviewé des entreprises suisses, mais c'est pas forcément des entreprises qui sont que actives en Suisse. Beaucoup de ces boîtes, et surtout dans le B2B, dans l'industrie, dans la technologie, dans des choses de pointe, des boîtes suisses sont des leaders mondiaux dans des secteurs très précis que personne ne connaîtra, d'une sous-pièce, d'une chaîne de production. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Et puis du coup, autrefois, c'est clair que pour beaucoup de ces boîtes, le SwissMade, là où d'autres régions du monde n'étaient pas aussi avancées, etc. Aujourd'hui, ça reste toujours un avantage. Ça reste la marque suisse. Là, on a fait un bon boulot. Pourtant, on n'est pas très fort en général dans le marketing en Suisse, mais là, le SwissMade reste quelque chose. Mais autrefois, c'est clair que c'était c'était il y a combien de temps? Peut-être 10, 15, 20 ans, je dirais. Ah, ouais. Quand j'entends parler les récent, boîtes, quand même. c'était C'est pas... parce qu'on est trop vieux, nous, non? Et puis, ça, ce que je vous dis ici, c'est des échanges à livrer. C'est que c'était des boîtes qui n'avaient pas à se poser de questions. En fait, ils étaient hyper forts dans ce qu'ils faisaient. Le produit puis, était tellement bon qu'il se c'était un vendait tout boulevard, seul. en fait. Et c'est pour beaucoup de ces boîtes-là, elles n'ont jamais dû se poser de questions à part faire un bon produit. Parce qu'elle vendait les meilleurs vis au monde. Exactement. Le meilleur... Et puis ça se savait, et puis en fait il y avait personne d'autre qui était capable, et puis c'est vrai que les années ont passé, d'autres pays se sont développés, ont commencé à rattraper, le digital est arrivé, le monde s'est ouvert, en termes de communication, en termes de plein de choses, et donc l'avantage peut-être exclusif, avant on peut trouver ça qu'en Suisse, non en fait aujourd'hui une même boîte asiatique fait quelque chose de qualité à peu près similaire pour moitié moins cher. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait là-dedans, comment est-ce que ces boîtes ont évolué aussi? Moins cher, vous évoquez aussi le Francfort, un défi pour ceux qui exportent. Et en quoi, pour être très concret, en quoi un bon marketing B2B peut aider quand on fait face quand on est dans une devise aussi forte que celle du franc? Simplement parce que et là je peux prendre l'exemple de MS par exemple, qui est une boîte MS, suisse, on peut préciser ce qu'ils font. qui crée des appareils pour le monde des hygiénistes, dentistes, etc. Basée à Nyon, plus de 1000 personnes, qui appartient à son propriétaire en plus encore, donc une boîte indépendante. Eux, ils sont leaders dans le monde là-dessus. Je crois qu'ils ont, je sais plus, 80% de part de marché ou quelque chose de très très gros, alors qu'ils sont pourtant 3-4 fois plus chers que le prochain concurrent. Et eux, ils expliquent ce succès parce qu'ils ont beaucoup misé sur le marketing dès le début. Donc, ils ont beaucoup misé sur se faire connaître, sur créer une relation, créer de la préférence sur les marchés. Ils ont créé toute une partie de services aussi d'éducation et de pédagogie pour les dentistes à travers le monde. Donc, ils ont vraiment diversifié leur acquisition. Et ils sont passés en quelques années d'un moment donné où c'était peut-être 90% des clients venaient par leur force de vente à aujourd'hui plutôt 80-90% des clients qui viennent par leur marketing. On parle d'entreprises de très grande ampleur. Concernant les PME, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les PME frontalières. Est-ce que vous avez un regard particulier sur elles et une analyse particulière à nous donner concernant les échanges? Est-ce que c'est toujours unilatéral? On a tendance à penser que les entreprises suisses vont se servir, vont acheter des produits dans les entreprises frontalières parce que c'est moins cher. Pour ce même tissu d'entreprises très proches physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui les intéresse dans les entreprises suisses? Par-delà le prix qui est plus cher? Je réfléchis en même temps, mais je pense que tout dépend le produit, si justement il y a quelque chose quand même d'exclusif, s'il y a quand même une certaine innovation. Et puis en Suisse, on est plus cher principalement aussi par rapport aux personnes, aux employés, etc. Mais parfois, ça pousse aussi beaucoup de boîtes à être très très optimisées. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses technologiques qui bougent, qui font que certains secteurs où c'était très tendu à cause justement de la main-d'œuvre, etc., il y a une partie qu'ils ont pu automatiser. Sur le reste, ils sont peut-être un peu plus productifs. Puis je pense qu'ils arrivent à être compétitifs avec des boîtes frontalières. Une autre dimension du marketing B2B, c'est pas simplement le produit, mais c'est la marque employeur. Vous le développez aussi dans votre livre. Attirer les meilleurs collaborateurs, c'est important. Et exemple de conseils que vous donnez à vos clients pour que leur marque employeur soit forte?
Alors ça va être un peu plus général par rapport à leur communication, mais déjà juste qu'ils pensent à ça en fait. Parce qu'il y a des boîtes qui ne Ça pensent, fait partie du marketing B2B. voilà, qui pensent même pas au fait que investir dans la marque, bien sûr, c'est pour les clients, c'est pour la croissance. Souvent on dit ça, mais en fait c'est aussi pour certains beaucoup, ça va amener les talents. En fait, vous prenez plein de boîtes aujourd'hui, prenons Coca par exemple, tout le monde rêve d'aller bosser chez eux parce que leur marque elle est hyper forte, elle est hyper fun, ils ont réussi à faire plein de trucs intéressants. Et c'était pas du tout une préoccupation. Je pense aussi sur le marché du travail, les gens, ils visaient plus quelque chose comme le salaire. Et aujourd'hui, je crois la boîte pour qui ils vont bosser, les valeurs, le fait que ça ait l'air cool, l'expérience de bosser là-bas devient presque plus importante. Et on a plein de secteurs qui sont dans des pénuries, dans des secteurs techniques, etc., où ils cherchent absolument du monde, où ils ont de la peine à recruter. Et il y a des boîtes B2B. Leur seul frein aujourd'hui à la croissance, c'est qu'ils ne peuvent pas engager assez de gens pour suivre la demande, quoi. Donc voilà, un point aussi intéressant dans tout ça, quoi. Et la partie du salaire, vous pensez que ce n'est vraiment plus si important ou c'est quand même convaincant, notamment Ouais. pour les frontaliers? Ça va dépendre, je pense, des secteurs et des générations, des personnalités, etc. Ça, c'est pas un facteur qui disparaît complètement, mais je crois que selon pas mal d'études, c'est juste qu'il y a d'autres facteurs qui n'existaient pas avant qui aujourd'hui sont vachement plus valorisés. Le mode de vie suisse, la Voilà, qualité de vie, par quelque exemple. chose. Le B2B, fonctionne avec le même cycle, le même rythme que le B2C, ou c'est plus long, c'est plus rapide? Ça va plutôt être un marathon qu'un sprint. Et en général, les entreprises, il faut qu'elles trouvent leur équilibre entre faire des actions marketing et faire des choses pour avoir de l'acquisition un peu plus rapide. Peut-être de la demande qui est active ou captive sur le marché qui pourrait déjà arriver. Mais il faut aussi qu'ils fassent tout le travail de fond. Vous prenez plein de boîtes, elles sont dans des cycles de vente qui vont de 1 à 3 ans. Ça veut dire que peut-être l'entreprise en face, c'est que tous les 1 à 3 ans qu'elle va se reposer la question ou changer de prestataire, ou des fois plus que ça. Et donc, la chance que vous fassiez une campagne le jour où eux, après 3 ans, ils cherchaient juste quelqu'un à ce moment-là qui voyait juste quelque chose que vous faites et que la transaction se passe, etc., elle est modérée, on va dire. Avec le digital, bien sûr, on peut faire plein de trucs intéressants, on peut toucher les gens quand ils sont en train de chercher, enfin voilà, plein de choses qu'on puisse faire. Mais donc, le grand discours, même international, de plein de gens qui sont dans le B2B, influents et tout, c'est de dire, finalement, il y a toute cette course de fond. Comment on fait pour être en lien avec ces gens chez qui ce sera peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à ce moment-là, il faut qu'on soit, qu'ils nous aient en tête, qu'on ait de la préférence, qu'ils aient compris déjà ce qu'on sait, etc. Donc c'est ce fameux 5%, 95% que LinkedIn a sorti, qui était une étude pour dire seulement 5% d'un marché sur le B2B est activement en train de chercher une solution et est prêt à acheter. Du coup, si vous allez les voir en les démarchant ou via des campagnes, etc., là, ils seraient ouverts et ce serait le bon moment. Mais 95% des gens, ce ne sera pas le bon moment. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est les énerver, les agacer, ils vont vous ignorer, vous allez perdre du budget, des efforts, etc. Forcément, le digital a beaucoup d'atouts pour pouvoir analyser le marché et vos campagnes. Mais comment est-ce que vous diriez que sur les campagnes que vous réalisez pour vos clients, comment est-ce que vous mesurez l'efficacité d'une campagne B2B comparativement à une campagne B2C? Alors, je pense qu'une campagne B2C, des fois, on peut juste voir le retour direct. Est-ce qu'on Bien a sûr. généré de l'achat? Voilà, on fait cette campagne pour le chocolat. Est-ce que la semaine d'après, on a vendu plus de chocolat ou pas? Si je simplifie les choses. Est-ce que les gens sont allés sur l'e-commerce? Est-ce qu'ils ont acheté ça? Dans le B2B, on va plutôt être sur de la mesure de l'engagement, savoir si les gens ils ont été touchés par ce qu'on a diffusé, est-ce qu'ils sont allés en savoir plus, peut-être sur quelque chose où on essaie de rien vendre, mais juste un contenu qui a de la valeur ajoutée, etc. Est-ce qu'après, en venant, par exemple, sur un site internet, est-ce qu'ils ont passé du temps, est-ce qu'ils ont été réellement engagés sur le contenu, puis pas juste, il y a eu 50 personnes sur le site, mais on ne sait pas si c'est des gens qui ont passé du temps, ils sont allés chercher, est-ce qu'ils ont téléchargé des choses, enfin, voilà. Donc on est plutôt sur ces notions de est-ce qu'il y a eu de l'engagement et puis Donc, vous sur développez ce toute une série marathon, d'indicateurs voilà, pour mesurer. on est plus sur une l'effet. série d'indicateurs que sur un indicateur à se dire ça a marché, ça n'a pas marché. Puis tout dépend aussi le type d'action. Parfois, des entreprises B2B ou des marques veulent juste faire de la visibilité sur une action de com qui est peut-être pas du tout de vendre un produit ou autre. Puis là, on va mesurer comment on pourrait sur une campagne B2C. Est-ce que les gens ont été touchés? Est-ce qu'ils se rappellent de cette campagne? Est-ce que ça a généré de la préférence, du bouche à oreille, de la rediffusion, etc. Dernier thème de cette deuxième partie, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va un jour vous remplacer? Vous posez un peu la question en page 202 pour ceux qui sont curieux. En tout cas, vous écrivez que l'IA peut compléter les équipes en automatisant des tâches répétitives. Alors, quel exemple de tâche peut être faite plus facilement avec l'IA? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde teste des choses, teste des outils, notamment des chats GPT, etc. C'est clair que dans de la création, dans certaines choses, ça peut déjà poser une base. Après, dans le B2B, justement, on est dans des secteurs experts.
Donc il faut quand même avoir une expertise que ChatGPT n'aura pas sur, je sais pas, dans de Pas encore. l'aéronautique ou dans l'industrie, pour l'instant en tout cas. Mais c'est vrai on peut demander à ChatGPT de concevoir une campagne marketing et le résultat est assez bluffant. Alors, il a l'air bluffant, je pense, mais qu'il est un peu quand même assez générique, etc. Et il aura de la peine à, je pense, vu que ChatGPT ne peut pas connaître l'audience, ne connaît pas bien le domaine. Je pense qu'en B2C, il peut faire pas mal de choses. En B2B, on est encore sauvé pour Même pour un une toute petite PME qui un petit moment. a très peu de moyens. Là, elle peut réfléchir, ouais. elle peut Mais réfléchir. il y a certainement des tâches ou des étapes. Nous, sur des sujets, on l'utilise. C'est juste qu'il faut avoir la connaissance qui va avec, être vraiment expert, que plein de gens aujourd'hui, on le voit notamment sur LinkedIn, le même genre de contenu de plein de boîtes différentes qui se ressemblent exactement et qui, en plus, a très peu de valeur ajoutée, parce que ces mêmes boîtes qui, s'ils veulent faire eux-mêmes, mais qui s'y connaissent pas, ils ne sauront pas vraiment quoi demander, et puis ils vont juste se fier du coup à ChatGPT comme étant l'expert, et ChatGPT, on sait ce qu'il fait, c'est qu'il fait une synthèse de synthèse de Ce qui a été synthèse. fait, ouais. Le temps passe vite, Ludovic, mais en quelques mots, ce livre B2Bible, il est disponible que chez vous en commande ou on peut le trouver peut-être bientôt chez un libraire? Alors, donc il est disponible sur notre site, botsecret.agency, et puis autrement, il est déjà disponible chez Payot à Lausanne. Et puis, a priori, d'autres librairies si on fait bien notre travail. À suivre Voilà. bientôt. Très bien. On vous souhaite bien du succès. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. Avant de nous quitter, Dany Céron, on va vous passer à l'exercice du questionnaire de Proust. Rassurez-vous, ce n'est pas du marketing, mais ça fait du bien aussi. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être ? Pourquoi pas être un sportif ou un athlète, vivre un peu cette vie-là. Quel est votre principal défaut ? Je pense que c'est une question d'impatience, mais qui m'aide aussi à aller assez vite sur pas mal de choses. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour ? On a quand même de la chance de vivre en Suisse et de faire ce qu'on fait.